Imaginez un peu, un médicament capable de faire perdre jusqu'à 16% du poids corporel en une seule année. C'est une promesse assez incroyable, non? Alors pourquoi est-ce que certains médecins, y compris ceux qui le prescrivent, commencent à s'inquiéter? Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les données cliniques, rien que les données, pour y voir plus clair. Voilà la question centrale. Parce que derrière les grands titres, la réalité est souvent bien plus nuancée. On va regarder ensemble ce que les chiffres disent vraiment. Et surtout, on va s'intéresser à ce qu'on perd exactement avec ce poids. Allez, c'est parti pour le duel. Premier combattant sur le ring, le camp du médicament. On parle ici d'une approche qui utilise une hormone de synthèse pour déclencher la perte de poids. Bon, alors comment ça marche exactement? Eh bien, le principe actif, c'est le GLP-1. En fait, c'est une hormone que notre intestin fabrique tout seul, naturellement, après un repas. Elle a deux missions principales, dire au cerveau stop, on a assez mangé, et freiner la vitesse à laquelle l'estomac se vide. Le sémaglutide, qu'on trouve dans l'Ozempic, c'est tout simplement une version de synthèse de cette hormone, mais en beaucoup plus puissante. Et il faut le reconnaître, les résultats sont là. L'étude de référence, l'essai STEP 1, qui a été publié dans le très sérieux New England Journal of Medicine, est assez impressionnante. En 68 semaines, les patients ont perdu, en moyenne, 14,9% de leur poids. Sur la balance, c'est un chiffre qui pèse lourd, c'est le cas de dire. Et c'est là que ça devient intéressant. La balance ne dit pas tout. Un chiffre global, c'est une chose, mais la composition de cette perte de poids, c'en est une autre. Alors on a perdu quoi au juste? Du gras? Autre chose. Et voilà, là on touche au cœur du sujet. Les analyses de composition corporelle de ces mêmes études sont formelles. Entre 25 et 39% du poids perdu, ce n'est pas du gras, c'est de la masse maigre, c'est-à-dire du muscle et même de la densité osseuse. Or, perdre du muscle, ça revient à ralentir son métabolisme à long terme, et ça, ce n'est jamais une bonne stratégie. L'autre point essentiel, c'est la durabilité. Est-ce que ça tient sur le long terme? Là encore, les données de suivi sont très claires. 1 an après avoir arrêté le traitement, les patients reprennent en moyenne les 2/3 du poids qu'ils avaient perdu. Autrement dit, le médicament est efficace, oui, mais il est temps qu'on le prend, ce qui crée une sorte de dépendance. Juste une toute petite pause avant qu'on passe au deuxième camp. Si cette analyse vous est utile, si elle vous apporte quelque chose, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Ça ne prend qu'une seconde et pour nous, ça fait une vraie différence. Un grand merci. Bon, maintenant qu'on a vu les limites de l'approche médicamenteuse, voyons ce que l'autre camp a à proposer. Place maintenant au deuxième challenger de ce duel, la stratégie nutritionnelle. L'idée ici, ce n'est pas de forcer la biologie, mais plutôt de collaborer avec elle pour obtenir un résultat similaire, mais de façon naturelle. La question est donc assez directe, est-ce qu'on peut stimuler cette fameuse hormone de la satiété, le GLP-1, sans avoir recours à une injection chaque semaine? Et la science répond par un grand oui, sans la moindre hésitation. Il y a deux types de nutriments qui sont connus pour déclencher une production massive et naturelle de GLP-1 par notre corps, les protéines et les fibres. Alors, mettons les deux approches face à face. Une méta-analyse a montré qu'un régime plus riche en protéines fait perdre en moyenne 3,3 kg de masse grasse en plus par rapport à un régime standard. Mais le plus important n'est pas là. Le point crucial, c'est que la masse musculaire est préservée, parfois même augmentée. Alors oui, la perte de poids sur la balance est peut-être moins spectaculaire, mais sa qualité est bien meilleure, et surtout bien plus durable. Alors, qui est le grand gagnant de ce duel? En réalité, la réponse n'est pas si simple. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Comme souvent en science, la bonne réponse c'est « ça dépend ». Ça dépend du contexte et de l'objectif de chacun. D'un côté, pour une situation d'obésité sévère avec de forts risques cardiovasculaires, les données sont claires. Le sémaglutide a un intérêt médical évident. Le bénéfice d'une perte de poids rapide surpasse les inconvénients. De l'autre côté, pour un surpoids modéré où l'objectif est de perdre du gras tout en protégeant son muscle et son métabolisme, alors là, l'approche nutritionnelle est de loin supérieure, que ce soit en termes de qualité de la perte ou de durabilité. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Voici une stratégie simple, concrète et validée par la science pour stimuler sa propre production de GLP-1. C'est un protocole en 3 points très simples. Premièrement, on essaie d'intégrer entre 25 et 30 grammes de protéines à chaque repas. Deuxièmement, on vise un apport de 30 grammes de fibres par jour en misant sur les légumes, les graines. Et troisièmement, un détail qu'on a tendance à oublier, mâcher lentement. Pourquoi? Parce qu'il faut environ 20 minutes pour que le signal de satiété du GLP-1 fasse son chemin jusqu'au cerveau. Il faut lui laisser le temps. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que notre métabolisme n'est pas une fatalité. On peut activement l'influencer. Au lieu de le subir, on peut l'optimiser, simplement en comprenant comment il fonctionne. Et c'est tout le pouvoir de la science quand on l'applique à notre quotidien. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.